Vous mettez la transition pour la deuxième partie parfaite, puisque moi je pense quand même qu'il y a une partie du spectre politique qui a une vision du monde très charpentée, en tout cas qui a un bloc véritablement idéologique, c'est l'extrême gauche, la NUPES, enfin en tout cas c'est cette partie en fait, de la gauche radicale qui est en train d'absorber la gauche social-démocrate, petit à petit de la dévorer et de la réduire à peau de chagrin. Et on parle souvent, c'est vrai dans le débat public, on en a parlé pendant la présidentielle, c'était un grand thème, d'une droitisation de la société, voire même d'une extrême droitisation de la société, notamment sur les questions régaliennes, sécuritaires, d'immigration. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parallèlement à ce mouvement, une extrême gauchisation de la société, une upécisation, c'est l'expression qu'a employée Éric Zemmour récemment, en voyant que finalement, sur plein de sujets, la question sociale, la question sociétale, la question environnementale, l'extrême gauche impose ses thèmes et son ton et sa radicalité dans le débat? Je ne pense pas que ce soit de la société, je pense que c'est dans la logique médiatique. C'est que là, on a un des problèmes, alors là, pour le coup, de crise de la représentation, c'est pas tellement que les élus ne représentent pas le peuple, c'est que les médias ne représentent pas tellement la société. Et donc, on a là, de ce point de vue-là, je ne parle pas évidemment de vous, mais voilà. On donc une partie de la société. Oui, mais on a... Non, mais c'est une difficulté. Enfin, l'expérience qu'on peut avoir en passant sur un certain nombre de chaînes, c'est de se dire, mais on est complètement fou, avec des positions de bon sens face à des publics qui, manifestement, ont un logiciel qui est radicalement différent. Et radicalement différent, alors je suis un peu prétentieux de dire ça, mais de ce il me semble être la réalité du pays. Voilà. Et donc, ce point de vue-là, les réactions, les logiques sont quand même très, très déconcertantes. Donc, je pense que c'est plutôt l'extrême gauchisation de cette surface médiatique qui est réelle, pour des raisons d'ailleurs aussi sociologiques. Parce que voilà, il y a une sorte de profil sociologique du journaliste, si je puis dire aujourd'hui, qui correspond à ce qu'on peut appeler des intellectuels précaires, et avec un peu de ressentiment. Voilà, donc, pardon de faire des trucs à gros mots, mais il y a un petit peu cette idée-là qui se formule. Voilà, donc je trouve que c'est ce point-là, et ça accentue l'idée justement de colère et d'impuissance, c'est-à-dire d'un citoyen qui, voyant des débats télévisés, se dit « mais c'est quoi ce truc quoi ? Pourquoi est-ce que je suis raciste quand je considère que juste il faut faire un petit peu attention aux frontières et que c'est pas forcément une bonne chose d'accueillir comme ça, laisser les portes grandes ouvertes. Je suis pas raciste en disant ça, je veux qu'on contrôle un tout petit peu les choses. Voilà. Et donc ce renvoi-là systématique produit une position qui est effectivement une position claire. Donc je pense que c'est plutôt, je vais dire, peut-être droitisation de la société, peut-être, mais surtout extrême gauchisation effectivement de la partie médiatique. Mais Elena, vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez une extrême gauchisation, je ne sais pas comment le dire, en tout cas une imposition d'une forme de radicalité de gauche, de thèmes radicaux de gauche dans le débat médiatique et politique? Oui, alors je le vois, et je le vois aussi à l'université. Oui, je rappelle quand même que, d'abord, quand on consulte sa boîte mail professionnelle pour savoir si la fac sera éventuellement ouverte ou non demain à cause des grèves, etc., eh bien, on ne trouve pas cette information. En revanche, on trouve 10 mails de FO, CGT, etc., rejoins-nous, camarades, etc. Et puis un mail qui surtout ne fait pas cours en ligne parce que tu casses tout, tu casses la grève. Si tu fais cours en ligne, c'est de la triche et tout. Voilà, bon. Et par ailleurs, on trouve aussi une invitation quand même 800 intellectuels menés par Sandra Laugier à voter Jean-Luc Mélenchon. Donc je demande ce que ça aurait donné si un professeur d'université avait appelé à voter Marine Le Pen pendant la campagne. Donc, il y a une je pense qu'il aurait été... 800 universitaires ont appelé à voter Mélenchon pendant la campagne. Or, à voter NUPES pour législative. Or, je pense que l'extrême droite, même s'ils avaient appelé à voter Macron, ils auraient été, à mon avis... Donc, c'est dire à quel point c'est totalement monocolore. Et on le trouve aussi, d'ailleurs, chez les étudiants. Les rares étudiants de droite se taisent, en fait. Il y a un prosélytisme des étudiants de gauche qui sont tout le temps à faire des AG, à distribuer des tracts, etc. Et quand un étudiant de droite essaye d'aller à l'AG, on vote son départ. Voilà, il faut qu'il sorte. Voilà, j'ai entendu récemment un témoignage. Et il y a un sujet d'actualité où on voit cette forme d'asymétrie aussi, c'est sur la question des violences policières, puisqu'on voit qu'on a l'impression qu'il y a deux réalités alternatives qui ne communiquent pas, c'est-à-dire quand on regarde par exemple la manière dont les députés de la NUPES racontent ce qui s'est passé à Sainte-Soline le week-end dernier, ils n'ont vu aucune violence de la part des manifestants et c'était une fête festive et bon enfant qui a dégénéré sous les assauts des CRS.
Donc il y a une sorte de réalité parallèle, en fait, vérité alternative. Et de l'autre, effectivement, cette notion de violence policière qui s'est donc inscrite dans le débat, cette sémantique qui, pour moi, est symptomatique de cette capacité de l'ultra-gauche à imposer ces thèmes dans le débat public. D'ailleurs, vous l'aviez dit, Pierre-Henri Taboyot, vous aviez dit dans une tribune dans le Figaro, il faut savoir reconnaître sa défaite sur le sujet de la violence policière. L'ultra-gauche a gagné, y compris au plus haut niveau de l'État, la bataille pour l'hégémonie culturelle. Pourquoi cette question des violences policières, pour vous, c'est une manifestation de cette victoire culturelle de l'ultra-gauche ? Oui, parce que, en fait, pour moi, la façon dont je vois la configuration politique aujourd'hui, en France et dans le monde d'ailleurs, sur la question de la démocratie, je prends un peu de recul par rapport à votre question, mais c'est important. C'est au fond, aujourd'hui, tout le monde est démocrate dans le monde. Tout le monde. Mais évidemment, pas de la même manière. Au moment où Biden a fait son grand colloque sur la démocratie en novembre 2021, une semaine avant, Xi Jinping fait sortir un petit bouquin qui s'appelle « La Chine, la démocratie qui marche ». Voilà, l'ironie est totale, mais oui, la Chine se considère comme la démocratie efficace, héritée d'un modèle. Bon, dans démocratie, il y a démos et kratos, c'est-à-dire le peuple et le pouvoir. Et l'équilibre est vraiment très difficile à trouver, parce que là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, en général, il n'y a pas trop de peuple. Et donc, la démocratie libérale résout ce dilemme, cette contradiction, en disant pas trop de peuple, mais des représentants élus, et pas trop de pouvoir, parce qu'il y a la division des pouvoirs. Et c'est toujours un équilibre instable, parce que s'il n'y a pas trop de pouvoir, il faut en remettre un petit peu, s'il n'y a pas trop de peuple, il faut en remettre un petit peu, on est au cœur de ça. Et ça suppose deux tentations inverses, ça suscite deux tentations inverses. La tentation de dire, on va augmenter le peuple et diminuer le pouvoir, avec comme ligne de force, d'horizon, l'anarchie, c'est-à-dire, voilà, et là, aujourd'hui, incarné en France par la NUPES, et notamment par la France insoumise, c'est-à-dire de dire, au fond, le pouvoir est par essence illégitime. Donc la violence policière, c'est l'incarnation d'un État systémiquement violent, d'un État qui cherche la violence, et on sait que l'anarchie, c'est contre un ordre qui produit du désordre, l'État, il faut un désordre qui produise de l'ordre. Voilà, et qui produisent de l'ordre avec un ordre d'avant plus respectueux des libertés. Voilà. Donc ça, c'est la tentation. Et face à cette tentation, il y en a une autre exactement inverse. Si on va grossir le kratos et diminuer le démos. Ça, c'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales, qui sont un modèle extrêmement séduisant et beaucoup plus d'ailleurs réel que les démocraties radicales, ce que j'appelle la démocratie radicale. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, il faut être efficace. On peut prendre des libertés avec les libertés, pourvu qu'on assure le bien du peuple, le bonheur du peuple. Le bonheur est supérieur à la liberté. Et vous avez cette configuration-là qui constitue, à mon sens, aujourd'hui le vrai clivage. Les libéraux, dans la recherche d'un équilibre instable et qui se font critiquer et attaquer à la fois par les radicaux, avec l'anarchie en ligne de mire, et par les illibéraux, avec l'autocratie en ligne de mire. Voilà. C'est, je crois, la manière de présenter des choses aujourd'hui. Et je me sens libéral, libéral, mais avec un libéral qui consiste à dire aujourd'hui, la partie de la démocratie qu'il faut renforcer, effectivement, c'est le kratos. Il faut défendre le kratos. On peut être libéral en disant aujourd'hui, il faut défendre le kratos avec cette idée de Paul Valéry, cette formule que je trouve formidable. Quand l'État est fort, il nous écrase. Quand il est faible, nous périssons. Voilà. Eh bien aujourd'hui, il faut que l'État soit un peu, enfin la puissance publique soit un peu renforcée. Oui, alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous montrent ces images effectivement de policiers qui commettent des actes effectivement répréhensibles et qui vous disent non, il y a une violence qui s'exerce à l'égard des manifestantes qui est digne des pires dictatures poutiniennes. Alors, des pires, ça, moi, j'en ai vécu quelques-unes d'assez près, donc je peux dire que ce n'est pas la même chose. C'est oui, il y a des abus qui sont des abus importants. Je pense que là-dessus, il faut pas avoir une petite... il y a des abus, et la question de la proportionnalité de l'usage de la violence est quelque chose qui est absolument réel. Mais le débat doit porter sur la proportionnalité, pas sur l'accusation systématique d'un État violent. C'est ça. L'argument qui est avancé souvent, c'est de dire, mais en fait, on voit très bien, ils cherchent à produire du désordre, comme ça, ils pourront se présenter comme le parti de l'ordre. C'est une sorte de d'issue pour Emmanuel Macron. C'est pas totalement faux comme image. Enfin, je veux dire, là, il ne faut pas non plus caricaturer. Je pense que Macron joue cette carte en disant « je suis l'ordre face au désordre ». Mais l'idée qu'on va susciter, qu'on va causer, qu'on va à la bataille. J'étais dans un débat hier sur ce soir. C'était l'idée, l'annonce de Darmanin de dire qu'à Sainte-Soline, ça allait chauffer. C'était pas une prophétie, c'était pas une inquiétude, c'était un projet. C'est-à-dire qu'il avait intégralement organisé le fait qu'on allait taper sur les manifestants. Enfin, l'interprétation était
d'une paranoïa totale. Oui. J'en restais même sidéré et était partagé par une bonne partie de l'assistance. Oui. Voilà. Juste, l'explication me paraît plus plausible, qu'il y a effectivement des manifestants qui viennent bien intentionnés, il n'y a aucun problème. Et puis en revanche, il y a effectivement une bonne partie de population qui arrive avec l'intention claire d'en découdre. D'ailleurs, s'ils viennent avec un certain nombre de matériel pour ce faire, ça dit un peu qu'il y a un petit peu de préméditation. Et justement, à Sainte-Soline, c'était la manifestation d'une nouvelle radicalité qui émerge. Et alors, d'un côté, il y a la déconstruction, effectivement, qui est un grand mot d'ordre, mais j'ai l'impression qu'il y a une radicalité émergente qui ne veut pas la déconstruction, mais une espèce d'urgence, l'urgence climatique et la radicalité écologique. D'ailleurs, je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut faire un lien entre le phénomène de la radicalité écologique et le wokisme? Est-ce que ça participe un peu de la même ambiance radicale, ou est-ce que ces deux mouvements qui sont parallèles et qui finalement n'ont pas vraiment de point commun idéologique? Alors, je vais vous répondre, mais d'abord, je voudrais juste compléter quelque chose. Il me semble que, comme le remarquait un journaliste récemment dans le Figaro, il n'y a pas vraiment de condamnation des antifas comme tels, comme l'extrême gauche. Est-ce que on ne rencontre pas un peu le même problème qu'avec le terrorisme, qu'on n'a pas nommé pendant des années et des années? On a dit « Ah oui, des terroristes, ah oui, là, c'est des casseurs. » Et donc, il y a une volonté de ne pas voir le problème, finalement, peut-être. Et puis, sur la révolution, ce qui m'a frappée, c'est que cette espèce de logiciel révolutionnaire auquel nous serions condamnés indéfiniment à revenir, c'est que tout de même, un des slogans qui est scandé ces jours-ci dans la rue, c'est « Révolution », et le titre du programme d'Emmanuel Macron, c'est quand même « Révolution ». Oui. Et c'est quand même lui qui a... donc, il alimente, c'est un peu le pompier pyromane quand même, à mes yeux, parce qu'il alimente tous ces thèmes. La disruption, c'est un mot qui lui est cher et qu'il a en fait acclimaté en français, parce que c'est un anglicisme qui désignait en français seulement d'un phénomène économique, et c'est lui qui a mis à toutes les sauces disruption, disruptif. Alors maintenant, je vous réponds sur... C'est un révolutionnaire qui sur le hockey. Non, mais c'est juste qu'on ne peut se présenter sérieusement que comme supérieur au passé, comme faisant table rase du passé. Les conservateurs ont tellement mauvaise presse qu'il faut absolument promettre la révolution à tout bout de champ. Et bien, au bout du moment, à ce petit jeu-là, on rencontre toujours plus radical que soi, finalement. Ouais. Et alors, pour ce qui est des écologistes, bien sûr qu'il y a des télescopages, bien sûr, notamment l'écoféminisme qui se développe beaucoup, une branche des études. Il y avait un drapeau trans d'ailleurs qui flottait. Voilà, et il y a en effet une vraie radicalité, et ça va de pair avec l'effacement des frontières, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais remise en cause de la frontière aussi. Bon, homme-femme, bien sûr, c'est fait depuis longtemps. Hein. J'entendais quelqu'un dire hier, une conférence, bon, hommes et femmes, ça ne marche plus depuis longtemps, hein, on le sait, d'accord. Mais donc, hommes et plantes, bientôt, ça ne marchera plus non plus. Cette frontière, ce sera totalement désuète, totalement dépassée. Donc, il y a cette volonté de tout brouiller. Et puis une radicalité est quand même toujours l'idée de la domination, puisque finalement, de même que l'homme domine la femme, de même que les Blancs dominent les Noirs, eh bien, l'homme domine aussi la terre et l'a servie et la détruit, etc.